Dans l'épisode d'aujourd'hui, le résumé des événements du jour. Des nouvelles explosives de Russie, l'interruption d'une offensive stratégique russe, des milliards de dollars pour les soldats nord-coréens au lieu de l'aide sociale, un nouveau président en Tchétchénie et bien plus encore. Salutations, je suis Volodymyr Rabchin et voici Ukraine Today. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et passons à nos sujets. Passons directement aux nouvelles explosives. En Russie, une usine de réparation d'avions à Staraya Russa, dans la région de Novgorod, a été attaquée. L'installation est considérée comme un leader dans la maintenance des avions de transport pour l'aviation militaire et civile russe. Et c'est aussi l'une des plus grandes entreprises de la région par le volume des commandes de défense de l'État. En d'autres termes, une cible absolument légitime. Les forces de défense ont perturbé une opération offensive stratégique russe que les occupants avaient prévue pour mars. C'est ce qu'a rapporté le président Volodymyr Zelensky. Il a souligné que malgré les attaques constantes, l'intensité et l'ampleur des assauts ne sont pas ce que les Russes avaient prévu. Ensuite, plus de détails sur ce qui se passe sur le champ de bataille. Une attaque de week-end. Le troisième dimanche de mars pour les Russes n'a pas commencé par un café, mais par la plus grande attaque de drones depuis le début de 2026. Moscou n'est pas un centre protégé et, par conséquent, la guerre a déjà été portée directement sur le territoire de la Fédération de Russie. Les rapports préliminaires indiquent qu'environ 100 drones ukrainiens volaient vers la capitale russe. Un peu plus tard, 300 drones ont été signalés dans l'espace aérien de la Russie et de la Crimée temporairement occupée. Dans la panique, le pays agresseur a fermé tous ses aéroports. Lorsque le service mobile et l'Internet sont coupés, cela paralyse efficacement toute l'activité économique et commerciale dans la capitale russe. Cela signifie des pertes colossales pour le budget russe. Suite à l'attaque de drones, un dépôt de pétrole était en feu à Labinsk, dans le kraï de Krasnodar. Pendant que les drones volent et que les sites militaires brûlent en Russie, les occupants poursuivent leur sabotage en Ukraine et dans l'Union européenne. Après l'attaque de missiles et de drones russes sur la centrale hydroélectrique du Dniestr, des nappes de pétrole ont été trouvées dans le fleuve Dniestr, s'écoulant de la région de Vinnytsia vers les eaux de la Moldavie, candidate à l'UE. En ce moment, la possibilité d'une catastrophe écologique est sérieusement envisagée. Malheureusement, il ne semble pas possible de parler de punir le pays occupant pour ses violations des règles et normes de la guerre. La Fédération de Russie viole délibérément les conventions de Genève qu'elle a elle-même signées. La présidente moldave Maya Sandu a déclaré une alerte environnementale car le Dniestr est une source clé d'eau potable pour les deux pays. Le médiateur Dmytro Lubinet a noté que les conséquences des attaques pourraient affecter des millions de personnes. Voici Alexei, un résident russe qui parle de ses connaissances parties pour la soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. J'ai déjà eu, vous savez, probablement environ 15 de mes connaissances qui sont honnêtement mortes. Non, je ne participe pas moi-même à l'opération militaire spéciale. Enfin, mes connaissances là-bas, mes amis, enfin de mon cercle social, environ 15 personnes, sont restées là-bas. Ils se sont retrouvés là-bas, selon Alexei, par stupidité ou en étant ivres, signant un contrat à cause de problèmes personnels. Et après avoir dégrisé naturellement, il était déjà trop tard pour reculer. Et voici Viktor Gablenkov. Début novembre 2023, il a signé un contrat et a fini dans le 82e régiment de fusiliers motorisés russes. Le 25 novembre 2023, son histoire au front s'est terminée. Eh bien, et dans cette dimension aussi, en fait. C'est un autre occupant alcoolique qui avait bu un coup. Et, croyant en lui, il prévoyait de prendre d'assaut les positions des forces de défense. Mais il s'est endormi, bien sûr, pour toujours. Et ici, les pilotes ukrainiens exterminent les Russes dans la direction de Pokrovsk. Actuellement, dans la direction de Pokrovsk, les principaux combats se déroulent vers Rodinsky et Kotlin, plus la localité de Richin. Ce sont des centres logistiques clés pour les forces de défense de l'Ukraine. Le blocage de l'avancée des occupants russes se fait par l'utilisation massive de drones FPV. La largeur de la zone de frappe ukrainienne est actuellement de 15 km. Les forces armées ukrainiennes ont stoppé un assaut russe dans la région de Soumy. Pour le moment, la soi-disant opération Pipe a complètement échoué. La Russie est forcée d'admettre que des mesures d'évacuation sont en cours pour extraire les corps des soi-disant troupes de choc.
le patrouilleur russe Raptor ne reprendra plus son service. Voici des images de sa destruction par des drones FPV pouvant parcourir 1000 km et porter 105 kg de charge explosive. Les forces d'opération spéciales ont frappé des cibles ennemies à Sébastopol et dans la région de Zaporijia. La frappe a touché un entrepôt logistique à l'aérodrome de Khersonis ainsi qu'un générateur et une station de commutation de guerre électronique. Dans la partie occupée de la région de Zaporijia, plusieurs bases ennemies ont été touchées. Au cours de la journée écoulée, la Russie a perdu au moins 930 occupants tués ou blessés. Ainsi, depuis le début de l'invasion, on compte déjà 1 280 860 envahisseurs. De plus, ces dernières 24 heures, l'Ukraine a détruit 2 chars russes, 3 blindés, 20 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements. En Russie, des temples sont construits sur les ossements des participants à l'opération militaire spéciale. Là, des prêtres de combat de l'Église orthodoxe russe recrutent des paroissiens pour le front. Plus d'envahisseurs, plus de morts. Plus de morts, plus d'argent pour de nouveaux temples. Théoriquement, un tel schéma fonctionnera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vivants. Détails à suivre. Le conducteur de chars russe Piotr Cherkishin a été tué le 1er mars 2022 alors que les chars russes tentèrent de percer vers Kiev. Le soldat a reçu l'ordre du courage à titre posthume et son père, avec l'indemnité de décès reçue pour son fils mort en terre étrangère, a bâti une chapelle à Totskoye. En 4 ans de guerre en Ukraine, au moins 33 projets d'églises sont apparus en Russie, ainsi que des chapelles en l'honneur de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. De cette manière, la sacralisation de la guerre est en cours, avec le soutien de l'Église orthodoxe russe et les autorités locales partout en Russie érigent des sites culturels dédiés aux participants à la guerre en Ukraine. En fait, l'Église orthodoxe russe bénit les Russes pour la guerre en Ukraine, la qualifiant de sacrée. Le soutien à la construction d'églises en l'honneur de l'OMS peut être vu comme la position officielle du patriarcat de Moscou. Cela découle d'une déclaration de Vakhtang Kipchidze, vice-président du département synodal pour les relations entre l'Église, la société et les médias. En février de cette année, il a déclaré que des églises commémoratives pour les héros de l'OMS devaient exister. L'explication théologique proposée par Kipchidze était la suivante. Ceux qui ont donné leur vie sur les champs de l'OMS sont les héritiers spirituels de tous les guerriers russes, qui ont aussi fait un sacrifice pour Dieu, pour le tsar et pour la patrie. Sambo-Khan. L'Église orthodoxe russe, dirigée par Cyril, a effectivement et officiellement donné sa bénédiction aux tueries en Ukraine. Pour le moment, c'est la ligne directrice de l'Église orthodoxe russe. Ici, le patriarche, lors du conseil, a publiquement aboli la responsabilité de tuer pour les soldats. Mais qu'en est-il du commandement « Tu ne tueras point » nous demanderont les opposants. À cela, il y a une réponse simple et claire. Quand le mal prend des vies humaines, quand l'ennemi menace la vie des vieux et des jeunes, des femmes et des enfants, alors c'est précisément l'inaction qui est inacceptable. En d'autres termes, les représentants de l'Église orthodoxe russe assurent aux Russes qu'ils vont en Ukraine non pas pour tuer, mais pour protéger. Ils veulent construire la plus grande église à la gloire de l'OMS à Krasnodar. Ce sera un complexe architectural complet, avec une cathédrale de 70 mètres de haut, ce qui en fera la plus haute église en l'honneur de l'OMS. Une attention particulière y sera accordée à la sélection d'icônes liées à l'histoire militaire, ainsi qu'à la création d'un centre d'éducation patriotique. Ils veulent construire l'église pratiquement au centre-ville, dans une zone verte où les habitants se promènent avec leurs enfants. Les habitants ont commencé à protester systématiquement contre cette construction. Nous sommes contre la 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 construction. Mais pourquoi, alors qu'il n'y a ni stade, ni cinéma, ni centre communautaire, construit-on un 3e lieu de culte? Nous ne sommes pas contre, mais contre le fait qu'ils construisent sur notre coin, le coin des mamans, où l'on marche avec nos enfants. Des conflits de construction similaires ont également éclaté dans d'autres villes. La construction de temples et de chapelles est devenue une méthode de sacralisation de la guerre, utilisée par l'Église orthodoxe russe. Par exemple, la cathédrale des forces armées dans le parc Patriote à Moscou a également été présentée comme l'une des plus hautes du monde. De plus, ces dimensions ont même été imprégnées d'une signification sacrée.
La hauteur de 75 mètres du clocher correspond au nombre d'années écoulées depuis la victoire dans ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. Jusqu'à l'ouverture de la cathédrale, l'Église orthodoxe russe militarise littéralement la société. Le soutien spirituel à l'armée n'est pas un service supplémentaire ou un loisir culturel. C'est une question de sécurité nationale, la métaphysique de la victoire, si vous voulez. Selon les données de 2024, il y avait environ 41 900 églises en Russie, alors que les écoles sont tombées à 39 900. Ce qui signifie que le nombre d'églises en Russie dépasse désormais le nombre d'écoles d'enseignement. Il semble que le Kremlin trouve bien plus rentable de bâtir de nouvelles églises où les prêtres qualifient l'invasion de l'Ukraine de guerre sainte que de construire des écoles où les Russes pourraient recevoir une bonne éducation et développer leur esprit critique. La métaphysique de la victoire. Vous en avez déjà entendu parler? Attention, 14 milliards de dollars. C'est le montant que la Russie a probablement payé à la Corée du Nord pour sa participation à la guerre contre l'Ukraine. C'est ce que rapportent les analystes de l'Institut sud-coréen pour la stratégie de sécurité nationale. Selon eux, depuis octobre 2024, Kim Jong-un a envoyé ses troupes en Russie au moins 4 fois. On parle de plus de 20 000 soldats. Et Pyongyang a commencé à fournir des équipements à Moscou dès 2023. Ils auraient dû dépenser cet argent pour la protection sociale, mais non. La guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine n'a certainement pas amélioré l'état financier du pays terroriste. Même les propagandistes ont déjà commencé à parler du manque de fonds. Est-ce vraiment vrai? On parle d'un déficit budgétaire, et cela a-t-il causé la diminution du nombre de drones pour les occupants? Réponse dans le rapport. Il n'y a tout simplement pas d'argent. Tenez bon. Il n'y a pas d'argent, mais tenez bon. C'est comme ça maintenant. En Russie, on ne dit pas ça qu'aux simples résidents, mais aux militaires aussi. Le complexe militaro-industriel russe traverse actuellement une crise majeure, si grave que même les propagandistes ont commencé à en parler ouvertement en direct à la télé. Tous ceux qui travaillent dans le complexe militaro-industriel savent qu'il n'y a pas d'argent, alors il faudra réduire les effectifs. On ne peut pas se le permettre. Et pourquoi pas? Parce que l'économie a été mise à genoux. Avec quoi suggérez-vous que nous nous battions? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Nous avons besoin de Mavics, par exemple. Mais ils doivent être payés et livrés. Et avec quel argent? La demande est folle, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de commande. Le front dit « donnez ». Pas de liquide. Regardez ce que l'Iran a montré. Des usines souterraines géantes construites pour eux par les Coréens. Enfin, au moins les idées. Et combien de mines avons-nous dans le Donbass qui pourraient être réaffectées et utilisées pour la production? Mais cela nécessite de l'argent. Avec quoi allons-nous nous battre? Nous n'avons déjà plus de fusils Mosin. Ce que les courtisans de Poutine craignaient le plus est arrivé. Les problèmes économiques de la Fédération de Russie dus à la guerre nuisent désormais à la capacité de poursuivre cette guerre. La production militaire est au bord du gouffre. Vous voyez, la situation est qu'en gros, la philosophie de la Russie est de tout miser sur le domaine militaire et de sacrifier le domaine civil. Mais il y a un hic. S'il n'y en a même pas assez pour l'armée, alors, malgré toute la volonté politique de dépenser pour la défense, ça ne marche pas. Et c'est précisément ce qui provoque l'hystérie, non seulement chez Soloviev, mais aussi chez de nombreux correspondants de guerre dits Z. L'économie russe est vraiment à court d'argent. C'est alors que des entreprises, y compris militaires d'ailleurs, honorent des commandes mais ne sont pas payées. Après cela, elles n'ont plus de quoi payer les ouvriers et elles ferment. Enfin, pas toutes, bien sûr, mais même dans le complexe militaro-industriel russe, il y a des cas où des entreprises liées ont fermé. La Russie est sur le point de subir un séquestre budgétaire. Qu'est-ce qu'un séquestre? C'est quand un budget est voté, qu'un court laps de temps s'écoule et qu'on réalise qu'il n'y a pas d'argent pour les dépenses prévues, alors on commence à les couper. Mais pourquoi cela, encore une fois? Parce que l'économie ne tourne pas et ne génère pas les profits nécessaires. Mais il serait faux de dire que la Russie n'a plus d'argent du tout. Mais la perspective immédiate pour les usines de défense russes est de réduire encore le budget et de diminuer davantage la production. Dans le même temps, Poutine veut toujours poursuivre la guerre. Après tout, n'oublions pas que pour lui, le plus effrayant est de perdre la face.
C'est pourquoi il tente de prouver au monde entier que la Russie peut se battre encore de nombreuses années. C'est là le problème de la mentalité russe. Vous savez, je donne toujours un exemple historique. La Première Guerre mondiale. L'Allemagne s'en sort très bien pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement que Berlin n'est pas prise sur le territoire allemand. Il n'y a aucune opération militaire. Là-bas, comme le disait la plaisanterie militaire allemande, ils pouvaient voir Paris aux jumelles. Et à ce moment-là, le gouvernement allemand évalue la situation et réalise que son économie s'effondre. L'économie ne vous permet plus de vous battre, alors soit vous ne payez plus les retraites ou les salaires du secteur public pendant que le conflit dure, soit vous capitulez. Mais ce faisant, vous préservez la capacité de l'économie à exister. Quand on calcule plusieurs coups d'avance, on suit certainement la voie de l'Allemagne de la Première Guerre mondiale. Mais quand on ne calcule pas, on se comporte comme la Russie le fait actuellement. Tant de gens, dont Donald Trump, se posent la question car nous voyons que votre économie s'effondre. Pourquoi ne voulez-vous pas arrêter la guerre? Ils répondent, non, nous allons continuer à nous battre. Eh bien, en conséquence, ils aiment dire qu'ils se battent jusqu'au dernier citoyen ukrainien, mais en fait, ils se battent jusqu'au dernier rouble de leur trésor. La preuve évidente que la Russie ne peut pas poursuivre la guerre seule est que le Kremlin tente d'obtenir l'aide d'autres pays partenaires. Mais l'un des partenaires stratégiquement importants pour le Kremlin était l'Iran, qui ne peut même plus fournir à la Russie le nombre de drones nécessaires. Par conséquent, ce que la Russie n'a pas reçu est resté en Iran et l'Iran l'a utilisé. Eh bien, comme on dit, en temps de guerre, on n'a pas eu le temps de changer l'inscription de Shahed en Djeran. Ainsi, un drone portant l'inscription Khayyam a volé vers l'Émirat et c'est la preuve que la coopération est vraiment très étroite, très serrée. Et maintenant, d'ailleurs, je prête attention au nombre de drones qu'il y avait. Disons fin 2025, janvier, première quinzaine de février 2026. Il y avait un nombre énorme de drones que la Russie envoyait sur l'Ukraine chaque nuit. Et lors des périodes d'attaque intenses, il y avait 700 à 800 drones. Et tout le monde écrivait que 1000 drones étaient en perspective pour les semaines à venir, voire moins. Que voyons-nous maintenant? La dernière attaque massive sur l'Ukraine comptait 420, si je ne m'abuse, peut-être 460 drones. Donc non seulement il n'y en avait pas 1000, mais il n'y en a même pas 500. Et cela, me semble-t-il, confirme qu'à bien des égards, ces drones sont fabriqués à partir de pièces venant d'Iran. La Russie voulait gagner la guerre contre l'Ukraine, mais il s'avère qu'elle continue de perdre. Il semble qu'il ne reste qu'une seule personne en Russie qui croit que tout se passe comme prévu. Il est grand temps de s'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager. S'il vous plaît, faites-le dès maintenant. Merci et gloire à l'Ukraine. Les envahisseurs préparent probablement une coupure totale d'Internet dans la partie occupée de la région de Zaporijia. L'une des raisons est la méfiance des occupants envers les résidents locaux jugés potentiellement pro-ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Londres pour une visite de travail. Sa rencontre avec le roi Charles III est prévue, ainsi que des entretiens avec Keir Starmer et Mark Rutte de l'OTAN. La signature de nouveaux accords de défense est attendue. De plus, Londres promet 500 000 livres sterling pour un nouveau centre d'intelligence artificielle au ministère de la Défense ukrainien. Pour la première fois, l'Ukraine a reçu l'ensemble des conditions requises pour rejoindre l'Union européenne. C'est ce qu'a rapporté la première ministre Yulia Sviridenko. Il s'agit de 3 chapitres de négociations, compétitivité, agenda vert et connectivité durable, ainsi que ressources et agriculture. En réglant ces points, l'Ukraine pourra devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Une analyse détaillée des conditions suivra dans nos prochains reportages. Retour en Russie, ou plus précisément en Tchétchénie. Un nouveau président y apparaîtra bientôt et ce ne sera pas un membre de la famille Kadyrov. Il semble que le Kremlin ait déjà choisi un successeur. De qui s'agit-il et qu'arrivera-t-il aux proches de Dondon? Les réponses sont dans le reportage. La lutte pour le pouvoir en Tchétchénie atteint son paroxysme. Le trône pourrait être pris par quelqu'un de totalement inattendu. Akhmat, c'est le pouvoir, Akhmat, c'est le pouvoir, Akhmat, c'est le pouvoir. La question de la succession est posée depuis longtemps sur fond de graves maladies de Ramzan Kadyrov. Akhmat, le fils aîné, a rencontré Poutine à Moscou à plusieurs reprises.
En 2026, quand Akhmat a eu 20 ans, son père l'a nommé vice-premier ministre de Tchétchénie. Aïchat, la fille aînée de Ramzan, ils ont commencé à la pousser en politique quand elle avait 21 ans. Une membre du Komsomol, une athlète. En 2025, la fille de Ramzan, Aïchat, a quitté le gouvernement tchétchène, jugeant que la politique n'était pas faite pour elle. Le deuxième fils aîné, Zelimkhan Ali, a choisi le sport et se mêle rarement des affaires du gouvernement. Kadyrov Ali Ramzanovitch, adjoint au chef de la République tchétchène. Un seul des 14 enfants de Ramzan joue un rôle important dans les projets d'avenir de son père. Il s'agit d'Adam, âgé de 18 ans. Adam a une image scandaleuse, drogue, bagarre et un train de vie de chair. Remise de la médaille commémorative de l'aumône Akhmat Grozny de la direction de la Rosgvardia pour la République tchétchène au chef du service de sécurité du chef de la République tchétchène, Kadyrov Adam Ramzanovitch. Akhmat, c'est la force. Le Kremlin n'apprécie pas un tel transfert de pouvoir, conscient que le peuple ne suivra pas un tel rejeton. Alors, à qui Poutine pourrait-il confier le pouvoir en Tchétchénie ? Comme vous l'avez compris, le pari ne porte pas du tout sur les enfants de Kadyrov, mais sur son associé de longue date, l'actuel Premier ministre de Tchétchénie, Magomed Daoudov, plus connu sous le surnom de Lord, le Lord noir de Tchétchénie. Lord est une figure légendaire, un héros de la Russie. Titulaire de 2 ordres du courage et de la plus haute distinction de la République tchétchène, l'ordre d'Akhmat Kadyrov. Daoudov fait partie du premier cercle de Kadyrov et est l'un des responsables de la sécurité les plus influents de la République, ce qui est exactement ce dont Poutine a besoin. Notre commandant en chef suprême, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Daoudov est considéré comme le principal responsable du recrutement de mercenaires pour les forces de Kadyrov. Il a été l'un des premiers à se rendre à Marioupol occupé. Marioupol. Je pense que personne ne comprendra mieux les habitants du Donbass que nous, les habitants de la République tchétchène. Mais vous remarquerez que cette année, comme ces dernières années, la République tchétchène est la région la plus sûre dans les classements russes. Il savait qu'il devait mettre la main sur des biens et gagner en influence. Tout suivait un schéma précis car c'est lui qui a créé un système de contrôle total en Tchétchénie. Daoudov s'est rendu personnellement dans des prisons secrètes et a supervisé le transfert de Tchétchènes détenus à leurs proches. La procédure ne fonctionnait qu'après que les détenus eurent avoué leur culpabilité et seuls les hommes parmi les proches des détenus étaient convoqués pour rencontrer Daoudov. Pendant de nombreuses années, il a été le président du Parlement tchétchène et récemment, il a dirigé le gouvernement et est devenu de fait la 2e personne de la région. Comme on dit, conforme à la loi, tout va bien. En même temps, sa réputation ne s'est pas bâtie sur du travail de bureau. Lord est un indicatif d'appel. En fait, tout le monde l'appelle Timour, bien que selon son passeport, il soit Magomed Daoudov. Daoudov est surnommé l'homme qui a exécuté les ordres les plus durs de la direction tchétchène. Pour avoir persécuté les détracteurs du pouvoir de Kadyrov, il a reçu des médailles, des sacs d'argent et de l'influence. Sûrement qu'Allah a aidé. Parallèlement, Daoudov est impliqué dans un grand nombre de projets au sein de la République. Certains d'entre eux sont liés à la construction, à l'immobilier et aux contrats publics. En Tchétchénie même, Daoudov vit littéralement à côté de son patron, de l'autre côté de la rivière par rapport à la résidence de Kadyrov. Sa maison de 700 mètres carrés se trouve rue Akhmadov, en plein centre de Grozny. À quelques centaines de mètres de là se trouve la résidence du chef de la Tchétchénie. Les manoirs des fils de Kadyrov, Adam et Eli, ainsi que de sa maîtresse, Fatima Kazoueva, sont aussi ici. La femme de Daoudov, Asset, travaillerait avec son mari au bureau du Parlement tchétchène. Elle y reçoit un modeste salaire de 500 000 roubles par an. Mais cela ne l'empêche pas de faire régulièrement ses courses au T-Sum. Rien qu'en 2023, elle y a fait des achats pour un montant égal à son salaire annuel. Il est à noter que pour le Kremlin, ce personnage présente des risques. Au début des années 2000, il a combattu avec la résistance tchétchène contre les troupes russes. Cependant, il a été arrêté plus tard et, comme c'est l'usage dans la Russie de Poutine, a rejoint le camp fédéral. Il vaut vraiment beaucoup mieux pour moi de protéger mon peuple, de veiller sur lui selon la loi et de servir mon peuple comme il se doit, servir la Russie. Depuis, pour rester en vie et hors de prison, il est progressivement devenu l'un des plus fidèles et loyaux soutiens de Kadyrov, grimpant très rapidement les différents échelons du pouvoir au sein de son entourage proche.
Depuis fin 2023, Magomed Daoudov a sa propre équipe, sa sécurité et son service de presse Telegram. Une hiérarchie indépendante de l'appareil de Kadyrov s'est créée autour de ce personnage. Et, plus important encore, un financement indépendant. Si un tel scénario est envisagé, Magomed Daoudov semble être l'un des favoris pour diriger la République. La seule question est de savoir quand et comment cette transition pourrait avoir lieu. Les héritiers de Ramzan devraient-ils déjà commencer à s'inquiéter? Après tout, dans les monarchies orientales, comme la Tchétchénie actuelle, les descendants étaient souvent éliminés, au cas où, y compris physiquement. Et enfin, concernant l'instabilité mondiale. 400 morts et 200 autres blessés. L'Afghanistan signale une frappe pakistanaise sur un centre de désintoxication à Kaboul. En réponse, le ministère de l'Information du Pakistan a qualifié cela de mensonge, affirmant que les frappes visaient exclusivement des cibles militaires talibanes à Kaboul et Nangarhar. Si certains n'avaient pas assez des guerres actuelles, en voici une autre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Force aux défenseurs ukrainiens, hommes et femmes. Gloire à l'Ukraine. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et à bientôt.